Écoutez, je vais vous dire diverses choses. J'ai, comme j'aime le dire parfois, l'impression de tenir des sortes de propos d'outre-tombe dans la recherche d'un temps perdu qu'on va tâcher de ressusciter ensemble. L'avantage des récits, comme celui des films, c'est de remettre le passé au présent pendant quelque temps. Quand on est au début de propos qui comptent une histoire, d'images qui comptent un film, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Et le déroulement de ce qui s'est pourtant déjà passé va être de nouveau comme une série d'improvisations que l'on va essayer de comprendre. Alors, puisque vous m'interrogez sur moi, je vais pour une fois faire ma propre ethnographie, c'est-à-dire de garder l'œil, le regard éloigné sur soi-même. Ce n'est pas toujours facile. J'ai pris l'expression de Lévi-Strauss, le regard éloigné, mais il traduit véritablement ce qui me semble être le cœur de l'anthropologue, le regard qui doit être aigu, attentif, et éloigné, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais se laisser incorporer à jamais pour s'identifier totalement à l'objet qu'il regarde. Donc je vais essayer pour une fois de ne pas m'identifier à moi-même pour pouvoir parler de moi avec une subjectivité objective, si vous permettez cette expression contradictoire. Alors, je suis né à une période tranquille de l'histoire humaine en 1929. Voilà déjà 92 ans. Et c'était de l'histoire humaine, je veux dire de l'histoire de France notamment. C'était une période où on vivait, ceux qui vivaient bien, ceux qui vivaient mal, on ne les voyait pas, ou ils se taisaient, et donc le bonheur apparent venait. Mais derrière cela commença assez rapidement l'émergence de forces contradictoires, celle des démocraties et celle de régimes que depuis on a appris à connaître comme difficiles, comme ayant des conséquences néfastes pour tout le monde, mais dont nous ne devons pas oublier qu'ils sont nés du malheur des uns face au bonheur des autres. Et tous ont essayé d'abord d'être des libérateurs. Pour l'Allemagne, des libérateurs de la catastrophe qu'a été pour elle la suite de la guerre de 14, pour l'Italie, ce qu'on sait, et pour la Russie, le communisme est né aussi d'un grand espoir, même si cet espoir, comme tant d'espoir, a abouti à des catastrophes, ce qui laisse quand même de temps en temps des traces positives. Alors, j'ai été dans cette époque-là, et à une époque où justement, en tant que jeune Français, né à Lyon dans un milieu que l'on peut dire bourgeois, catholique sans trop l'être, mais quand même dans la famille de ma mère, il y avait au moins une religieuse dans chaque génération depuis longtemps, et je suis allé dans le catéchisme du lycée, car les lycées avaient des aumôniers, et j'ai eu la chance, je tiens à le dire parce que ça jouait un rôle important, pas seulement pour moi, que l'aumônier du lycée était un esprit ouvert, qui s'est attaché à nous montrer d'abord que la Bible était un ouvrage historique inspiré déjà de la pensée de Babylone, que le christianisme était une floraison à la fois idéologique et culturelle, et qui en quelque sorte s'est adressé à des lycéens futurs penseurs et non pas à des gens qu'il s'agissait d'endoctriner par des apprentissages. Et ça a été, je crois, l'une des grandes leçons du lycée. J'étais dans un bon lycée de Lyon qui s'appelle le lycée du Parc. Et là, c'était l'apprentissage d'une forme de liberté de pensée, de liberté intellectuelle. Puis est arrivée la guerre. Alors là, la guerre, je dois en parler parce que la guerre telle qu'on la vit, telle qu'on l'a vécue la plupart des gens, n'est pas celle qu'on nous conte. La plupart des gens sont passés à travers. La plupart des gens ont vécu la guerre comme des restrictions. Il y a eu évidemment les déportés, les résistants, les victimes. Mais je vois dans la société où j'étais, à Lyon,
Ben, la guerre, c'était l'arrivée des Allemands à un moment, et pour moi, nous avons été réfugiés dans la campagne. Et là, ça a été une immense période de confinement, mais de confinement différent de celui que nous avons maintenant. Nous ne pouvions pas sortir trop loin, mais j'avais la chance d'être à la porte des Dombes. Les Dombes, ce sont de vastes terres d'étangs, d'oiseaux et de bois, qui étaient pour moi le cœur du monde. Et quand j'ai écouté le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, où le début, où le hautbois se balance dans l'air, un peu comme le ferait une tige de plante, j'ai découvert à la fois les beautés de la musique, de l'art, du paysage et l'exaltation de la poésie. J'écrivais des quantités de poèmes et c'est là que j'ai découvert Rimbaud, que je lisais aussi des livres, des poèmes qui font presque guide de pensée, comme le Loup de Vigny, qui se termine par fait courageusement ta longue et lourde tâche. J'apprenais par cœur et je sais encore des poésies de Nerval, je fais souvent le rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. J'ai toute une anthologie comme ça que je garde pour moi, que de temps en temps, je sors du Verlaine, je sors du Nerval, je sors l'un ou l'autre et ça fait du bien. Mais tout cela, je le dis parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir une approche intellectuelle du monde, et c'est là-dessus que je voudrais insister pour toute la démarche anthropologique, qui ne soit pas en même temps une approche esthétique et sensible. Parce que intellectualiser, c'est nécessairement réduire. Mais être purement esthétique, engagé ou sensible, c'est nécessairement fausser quelque part, car on trie. Et donc, c'est sur quoi je voudrais insister, c'est sur ce nécessaire équilibre de mener simultanément et d'intriquer dans le compte-rendu de ce que l'on fait et dans les rapports que l'on a avec les gens, ces deux niveaux. Et on le reverra lorsque je serai amené peut-être à parler de religion. Je crois qu'on doit avoir à la fois la distance et l'empathie, c'est-à-dire ce regard éloigné qui me semble véritablement fondamental, regard et éloignement. Évidemment, après cela, je pourrais passer pour un pur littéraire. Mais d'abord, mon père était un homme qui m'a poussé et qui a aimé les sciences. Il se distrayait de ses affaires. C'était un homme d'affaires avec un travail assez lourd, en lisant des mathématiques et en lisant des livres de sciences. Et tout jeune, lui et mon oncle m'expliquaient l'atome, etc. Et j'ai eu cette chance-là. Et par contre, du côté de ma mère, elle descendait, par sa mère, d'une de ces familles nobles du Dauphiné, où l'on avait gardé un certain nombre de traditions. On a son jour dans lesquels les dames se reçoivent, on a un certain nombre on se réfère à une partie des ancêtres, ceux qui ont été, de ce côté-là, c'était la famille de Dolomieu. Dolomieu est un géologue dont le nom a marqué mon enfance et qui est celui qui avait fait de nombreux ouvrages et auquel on a voulu rendre hommage en donnant son nom à des montagnes d'Italie, les Dolomites, et à une pierre, la Dolomie. Et donc, depuis d'ailleurs, j'ai fait des recherches historiques sur lui et sur beaucoup d'autres choses liées à ce monde-là. Et alors, donc, c'est dans cette... je suis déjà né dans cette dualité qui me semble en elle-même, en quelque sorte, le jardinage préalable et l'éclosion du terreau qui permet de faire germer un anthropologue sans qu'il sache qu'il va en être un. Et parce qu'en fait, j'ai voulu me destiner aux sciences. Et les sciences, je me suis rendu compte d'abord qu'il n'y avait pas trop de débouchés. J'avais l'anxiété de ne jamais tomber dans la misère et je me suis tourné vers la médecine. La médecine, et je dois dire que d'emblée, ça je le sais parce que je retrouve des notes de mes journaux d'autrefois. Et entre parenthèses, je profite de ça pour faire une parenthèse sur la notion du journal. On dit souvent aux jeunes anthropologues, tenez votre journal. Mais le journal n'est pas qu'un souvenir, il est aussi la trace de ce que l'on pense quand on ne sait pas la suite. Et c'est sans doute l'élément le plus capital, car maintenant je reconstitue des souvenirs, mais je sais la suite.
En disant cela, je suis malgré moi, malgré toute ma sincérité, nécessairement orienté par cette suite. Tandis que lorsque j'écris mon journal, et que je note mes projets ou mes constats, ou sur le terrain mes hypothèses, je ne sais pas les réponses, je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand on lit la suite du journal, on se rend compte que si on en a été honnête dans la recherche, beaucoup des hypothèses que l'on a faites étaient erronées, insuffisantes, incomplètes. Alors, alors donc, dans ce journal, je notais déjà que si je voulais faire la médecine, c'était parce que c'était, à mon avis, la plus complète des sciences humaines. Celle qui n'oublie pas que l'homme est un corps lié à tous les corps de tous les vertébrés de la nature. Et on le sait mieux maintenant que l'on a été jusqu'au fond des substrats de la vie à travers l'ADN et les différentes composantes de la cellule, de tous les êtres vivants. Mais en même temps, l'homme est une relation à lui-même et aux autres. Relation à lui-même dans la perception et l'interprétation de ses douleurs, de son mal. Tout le monde n'interprète pas de la même façon à cause de caractéristiques personnelles, mais aussi à cause de ce qu'il a appris sur les manières de percevoir, de classer, tout cela. Et ensuite, une relation aux autres, car le médecin est le seul qui peut dire, et je peux vous le dire à vous et vous ne seriez pas choqués, déshabillez-vous, étendez-vous. Et il m'est arrivé, je pouvais, même en terrain, ça m'est arrivé dans un village musulman de l'île Maurice, je pouvais assister à des accouchements avec la daï, la sage-femme, ce qui était impossible à un autre homme anthropologue. Donc on parle beaucoup du genre et de l'anthropologue, mais on devrait aussi parler du médecin comme anthropologue, car il a un mode de pénétration, j'avais le droit de prendre un bébé dans mes bras, ça paraissait normal, je n'étais pas un homme bizarre qui s'intéresse au bébé. Toutes ces choses-là ne sont pas des détails, car ils sont à la fois constitutifs de votre rapport au monde, mais aussi de l'image qu'en donnant au monde, vous permettez au monde d'avoir un rapport avec vous. C'est pour cela que la médecine, qu'au début j'avais fait en me disant, même si je ne vais pas très loin, je pourrais toujours clouer ma plaque et nourrir ma famille, la médecine a été vraiment un prélude, si bien que j'ai fait en parallèle avec la médecine une licence en sciences. J'ai toujours aimé les parallèles, donc j'ai mené conjointement les deux. Je me trouvais donc avec un bon bagage de ce côté-là. Et le dernier certificat de la licence, par chance, était celui qu'ils appelaient Ethnologie Sciences, dont le responsable était André Leroy-Gourand, avec qui j'ai tout de suite noué des relations très positives et qui est devenu un ami, j'aurais dire même très intime, jusqu'à la fin de sa vie. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai raccompagné chez lui de son cours au Collège de France où il était avec son Parkinson qui l'empêchait de marcher. Parkinson que j'avais diagnostiqué, dont je lui avais communiqué le diagnostic quand il était venu en 1967 faire la conférence inaugurale de l'exposition universelle. Donc la médecine a été cela pour moi et en même temps, étant interne, je voyais, je soignais. J'ai eu la chance ou le malheur d'être interne dans un hôpital qui recevait surtout des accidents du travail, des grands brûlés, des amputés, des gens sur lesquels une plaque de tôle avait coupé les deux jambes, des menuisiers qui s'étaient arrachés tous les doigts de la main gauche avec la dégauchisseuse. Là, je voyais la condition ouvrière, pas la condition ouvrière dans les discours des politiques, mais dans les corps. Il n'y en avait pas un auquel il ne manquait pas une phalange, auquel il n'avait pas des blessures sur son corps, et qu'il ne les considérait pas, qu'il n'en parlait pas, il n'en faisait pas une gloire ni un sujet de revendication. Ça faisait des accidents du travail. Et le mot accident implique que c'est le hasard, alors que c'était des éléments déterminés par un manque de sécurité au travail. Ce n'étaient pas des accidents, c'était des conséquences de non... Alors ça, je l'ai vécu très profondément. C'est bien que dans notre groupe, l'un d'eux, un infirmier, était en même temps un militant chrétien et il a décidé de faire ce qu'à l'époque on n'appelait pas encore une ONG. Nous avons constitué un petit groupe
où nous avions décidé de partir en Afrique, transférer de la médecine dans des endroits où il n'y en avait pas. Et comme nous étions à Lyon, bien entendu, le monde religieux y était très intense, les jésuites et tout ça, les oblats. Il avait pris contact avec des jésuites et des oblats, et on a reçu la proposition d'aller dans le nord du Cameroun, où venaient de s'installer les premières missions catholiques, et dans lesquelles ils voulaient en même temps apporter des soins médicaux. On a négocié, on a obtenu le transport gratuit avec des quantités de médicaments qu'on avait collectés à droite à gauche dans un avion militaire qui conduisait à Lambaréné pour l'anniversaire, le 80e anniversaire de Schweitzer, un reporter assez connu à l'époque, Pierre Ichac, et nous avons passé la nuit à discuter avec lui sur ses souvenirs de reportage dans cet avion peu confortable. Et j'ai atterri comme ça au Cameroun. Et tout cela a fait l'objet, j'avais 24 ans, donc c'était encore très jeune, l'objet d'un premier livre. Enfin, j'avais fait un reportage qui a eu le premier prix de reportage d'une petite revue, la revue Sciences et Voyages. Ça m'a encouragé. J'ai proposé à Julliard un livre. On me l'a accepté sur 2 chapitres. Et ce livre qui s'appelle Kirdi au bord du monde, qui voulait dire, Kirdi c'est le nom global des paysans montagnards du Nord Cameroun, et je mettais au bord du monde, c'est-à-dire qu'ils étaient encore ailleurs, mais ils allaient y entrer. Et ce livre a eu un certain succès. J'ai eu le prix des Vikings, qui était un prix destiné à des livres de voyage, qui a été donné par un jury assez prestigieux. Et à ce moment-là, je me suis dit, je quitte tout, je deviens conférencier explorateur. Puis, je me suis rendu compte que c'était complètement idiot. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu une annonce de l'Institut Pasteur disant qu'il y avait des bourses disponibles pour des gens qui voulaient devenir chefs de laboratoire, travailler dans les instituts Pasteur d'outre-mer. Alors là, ça a fait clic, médecine, outre-mer, etc. J'ai candidaté, j'ai été pris, et là j'ai passé une année de formation absolument extraordinaire à l'Institut Pasteur. J'étais reçu comme boursier futur pasteurien, parce qu'ils savaient bien que quand on était pris avec la bourse et qu'on était sélectionné, quand on était sélectionné, on en aurait à l'Institut Pasteur. Donc j'étais reçu par Tréfouel, le grand patron, le découvreur des sulfamides tout de même. Et puis après, j'ai eu un long cours, ce qu'on appelle le grand cours de Pasteur, où il y a une cinquantaine d'étudiants, mais avec des professeurs prestigieux. J'avais été fasciné par Jacob, par Lvov, qui débutaient leurs travaux de génétique moléculaire, qui se préparaient à découvrir ce qu'on appelait depuis l'ADN messager, car c'est sorti à cette époque. Il y a quelques farfelus anti-vaccins qui disent c'est un vaccin expérimental, etc. Ça fait 60 ans que tout ça a été mis au point, mais passons. Et c'était une année très exaltante, et de là, j'ai été nommé à l'Institut Pasteur, comme membre de l'Institut Pasteur, reçu avec le paternalisme classique de l'Institut Pasteur, que j'ai demandé quel salaire j'aurais. On m'a dit, on vous a fait confiance, faites-nous confiance. Je n'ai pas pu savoir mon salaire avant d'arriver à mon poste et de recevoir mon premier salaire. C'était une chose qui, évidemment, maintenant serait impensable même là-bas, mais Pasteur a fonctionné selon la façon, à l'époque encore, selon la façon dont fonctionnait Pasteur lui-même avec ses élèves. Les gens que je connaissais étaient, non pas les enfants, mais les petits-enfants scientifiques de l'entourage de Pasteur, donc c'était encore très proche comme mémoire. Et alors, à partir de là, j'ai atterri à la Martinique, et c'est là qu'a commencé une nouvelle aventure.